Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, juste comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien. Écoute, est-ce que tu veux que je te dise un truc qui va te mettre un petit peu en mindfuck? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis-moi. C'est le 50e LCDS, critique de la semaine, qu'on fait cette année. Et c'est le dernier. Incroyable, tout Et pile oui, poil. pile poil 50, voilà, depuis qu'on a lancé ce format-là. Puisqu'avant c'était un autre format l'année dernière, là on a lancé ce nouveau format. Et bah c'est le 50e qu'on a fait cette année, comme on a fait 50. Donc ouais, ça fait beaucoup en fait au final, je me rends compte. Ça fait quand même pas mal au final. Et ouais, on est pile à 50 après plus d'un an de LCDS. C'est assez fou quoi. C'est assez fou. Bah oui, sur le coup. Et ça nous amène à Mufasa quand même. Ça serait une petite rencontre. Tous ces LCDS. Voilà, l'épisode anniversaire c'est Mufasa. Et le premier qu'on a fait, c'était c'était sur une série, c'était sur Echo. C'est Echo. C'était Ouais, Echo et What If, ça n'a rien à voir. Mais le premier film, je sais plus si c'était... En plus, What If qui revient juste maintenant, c'est marrant, tiens. C'est marrant, ouais, c'est la boucle est bouclée. Mais le premier film qu'on a fait, c'était pour Things ou c'était Iron Claw? Je sais plus. Le premier film, c'est pour Things. Il me semble que c'était pour Things, c'était pour Créatures, donc voilà. Et voilà, du coup, bah ça se fête, on sort le champagne, voilà, c'est Noël. Et d'ailleurs, joyeux Noël à ceux qui nous écoutent, puisque techniquement l'épisode sort au moment de Noël, donc voilà. De Noël, ouais, effectivement. Voilà, donc petit cadeau de Noël, Mufasa. Je sais pas si c'est un cadeau, mais écoute, écoute, il est là. Et ouais, dans les semaines qui vont suivre, on va vous sortir notre top, nos flops et nos attentes. Donc voilà, les tops, ça sortira du coup quelques jours après cet épisode, suivi des flops qui sortira la semaine d'après, et nos attentes, etc. Donc on communiquera sur tout ce qui sortira. Mais voilà, c'est notre dernière critique de la semaine, j'allais dire, bah oui, mais notre dernière critique de l'année en tant que ce format-là. Et Ista, je vais te poser la question, voilà, puisqu'on parle de Mufasa le Roi Lion, c'est quoi ton Disney préféré, ton Disney d'animation préféré? Alors moi, rien à voir, c'est Hercule. Ah, ouais, bah ouais. Ouais, voilà. J'adorais quand j'étais gamin. Hercule, je sais pas, c'est stylé. Le mec, il a une épée, il a un cheval qui vole. Un film hyper moderne, hein, dans ses chansons et tout. C'était ouais. À l'époque où il est sorti. Bah, c'était très funky. Enfin, c'est très spécial. Oui, c'est un peu gospel et tout. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve que oui, moi aussi, j'aime bien en fait Hercule. Après, j'ai hâte de le voir massacrer en live action. Mais ouais, moi, bah, c'est pas le Roi Lion. Je pensais que t'allais dire le Roi Lion. Non. Ah non, pas du tout. Ah, non, je suis pas attaché de fou au Roi Lion, moi, personnellement. Ouais. Je l'ai même pas beaucoup vu quand j'étais gamin. Je crois que j'ai plus vu Aladdin. Il me semble que Aladdin, pour l'anecdote, est mon premier film que j'ai vu au cinéma. Ah oui, ok. Bah ouais, moi il y a beaucoup de Disney qui ont bercé mon enfance quand même, mais le Roi Lion 1 et le Roi Lion 2, ouais, ça a beaucoup bercé mon enfance évidemment, parce que j'aimais bien les animaux, donc j'aimais bien le livre de la jungle aussi. En fait, j'aimais bien tout ce qui avait des animaux. Et Blanche-Neige, moi, fun fact, c'est le premier film duquel je me souviens avoir vu. Je l'avais pas vu au cinéma, hein, je l'avais vu chez moi, mais c'est le premier film où je me dis, le premier film, la première image de cinéma que j'ai vu de ma vie, il me semble que c'est Blanche-Neige. Donc voilà, le premier film d'animation, et j'aime beaucoup Blanche-Neige j'aime toujours, hein. Voilà, donc j'ai hâte de le voir massacrer l'année prochaine. Et non mais voilà, et moi le Roi Lion, bah j'adore, voilà, je suis pas très je suis pas très original là-dessus, puisque je pense que c'est quand même l'un des films d'animation les plus aimés de Disney quand même, faut le dire. Oui. Voilà, c'est hyper coloré, c'est hyper fun. J'adore les visuels complètement loufoques, les chansons toutes over the top. Enfin, je voudrais déjà être roi, mais n'importe quoi, tu vois, visuellement et tout. C'est hyper généreux, et j'adorais ça. J'aime beaucoup, par exemple, dans Aladdin, quand il y a la chanson Prince Ali qui à la fin est complètement loufoque, où ça part, il y a plein d'animaux dans le palais, etc. Pour ceux qui se souviennent. Enfin bref, moi j'aime bien quand ça part dans des délires complètement fous. Visuellement et tout, et de toute façon les chansons du Roi Lion 1, je l'ai revu là, c'était un plaisir de revoir le Roi Lion. Je vous le dis, moi franchement les chansons elles sont toutes superbes, quoi. Les 5 bangers,
5 bangers, vraiment, je les chante comme pas possible. Je voudrais déjà être roi, soyez prête, elle est incroyable, je trouve, comme chanson de méchant. Et ouais, je trouve qu'il y a pas autant de chansons comme ça dans les Disney de maintenant. Voilà, il est un peu plus, voilà, il accepte beaucoup plus les chansons que moi, mais je trouve qu'il y a pas autant de chansons aussi bonnes que ce qu'il faisait dans les années 90, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Et, non, mais ça, je suis d'accord, hein. Bah, je pense que tout le monde se rejoint un peu là-dessus. En vrai, j'ai dit ça comme si c'était une note tech, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les dernières chansons aussi de certains Disney. Voilà, moi, je suis très assez. Mais c'est pas au niveau de. Oui. C'est pas des chansons qui vont devenir cultes comme ce qu'il y a dans La Belle et la Bête, Le Roi Lion. Oui, c'est Aladdin, beaucoup plus compliqué, quoi. On en trouve beaucoup moins. Enfin, en général, c'est une ou deux, tu vois, genre dans Vaiana ou dans La Reine des Neiges, mais c'est vrai que toutes les chansons comme ça, les 5, et l'OST de Hans Zimmer aussi, hein, le jeune Hans Zimmer à l'époque, enfin, je sais pas s'il était jeune, mais en tout cas, il était pas aussi connu à l'époque quand il a fait, et elle est super émouvante, elle est super bien faite, et c'était surtout les années où je trouvais, enfin, les années. Ils ont fait ça pendant des dizaines d'années, mais je trouve qu'ils arrivaient à être aussi drôles que tristes, quoi, les Disney, quoi. Là, les hyènes, par exemple, mais les hyènes, qu'est-ce qu'ils sont drôles dans Le Roi Lion, quoi. C'est vraiment, ils sont bêtes et tout. Enfin, ils ont vraiment des interactions hyper drôles. Et en même temps, bah, la mort de Mufasa, quoi. C'est peut-être une des morts les plus iconiques du cinéma. Voilà, quand Scar il plante ses griffes, il lui dit longue vie au roi, il le jette et tout. Enfin, voilà, t'as les émotions tout de suite. Enfin, moi, ça me prend vraiment, quoi. Et voilà, c'est une superbe tragédie shakespearienne présentée en film d'animation. Et voilà, je vais finir quand même par dire que Scar est l'un, voire le meilleur méchant Disney assez facilement pour moi. Voilà, il est manipulateur, il est fourbe, il a une voix de fou. Enfin, moi j'adore. Et toi, est-ce que toi t'es pas aussi fan que moi du Roi Lion, donc... Non, moi j'ai préféré, c'est Hades, quoi. Ah ouais, c'est vrai qu'Hades, il est très très cool aussi. Ouais. C'est vrai qu'il est très cool. Mais c'est vrai que Scar est, oui, stylé. Ouais. Après, il y en a eu tellement des bons méchants Disney aussi. Bon, ces années-là, ouais. Ces années-là, ouais, c'était pas mal. Jafar aussi, il est cool. Enfin voilà, il y en a plein. Mais je sais pas si t'avais vu Le Roi Lion 2. Non, j'ai jamais vu. Parce que je m'étais tapé Le Roi Lion et j'ai tellement kiffé que j'ai mis Le Roi Lion 2. J'ai mis Le Roi Lion 2 direct parce que en fait, moi, je regardais beaucoup les deux quand j'étais jeune. Et, tu sais, Le Roi Lion 2, il est quand même un peu réputé pour étant une des suites Disney, parce que c'est des genres de suites Disney qui ont été faits pour des directs ou des DVD, tu sais, qui n'ont pas été très bien produits en général et tout. Mais même des VHS sur le coup. Oui, des VHS, oui, à l'époque. Enfin, après le DVD, c'est sorti quand, je sais pas quand, mais donc, voilà, c'était ces années-là. Et en fait, Le Roi Lion 2, pour une suite Disney de ces années-là, il est vraiment pas si mal, quoi. Ça parle d'acceptation, ça a vraiment une critique de la xénophobie, avec un genre d'amour impossible entre un lion qui a été exilé, etc. et Kiara, du coup la fille de Simba et tout. C'est vraiment pas mal. Okay. Après, tout est moins bon que le premier Roi Lion, les chansons, les visuels, la mise en scène et tout, etc. Ouais, t'as moins de budget aussi, donc. Il y a moins de budget, même si ça se ressent un peu moins, je trouve, dans ce Le Roi Lion 2 que dans certains. Je crois que genre les trucs, genre la petite sirène et la Belle et la Bête, il y a des passages qui sont vraiment pas fous. Ici, ça se sent un peu moins, je trouve, mais le film, il est d'une mièvrerie, mais qui est choquant. C'est même pour un Disney, c'est choquant. Tu vois? Voilà. Même pour un Disney, tu fais, quand même, là, c'est chaud, quoi. C'est vrai qu'il y a les suites, c'était... Moi, j'aimais bien Aladdin et le Roi des voleurs, le 3e. Ouais, il y a beaucoup de gens qui aimaient bien celui-là, ouais, mais parce que le génie est toujours aussi drôle. Mais c'est vrai que, ouais, on sentait aussi le moins de budget. C'était un film fait pour la télé et pas pour le cinéma, quoi. C'était surtout ça, quoi. Et on arrive au Roi Lion 2019, donc le remake, live action, mais qui n'est pas un live action puisque tout est fait en animation. Mais il y a un rendu photoréaliste, on va dire. Qu'est-ce que tu en avais pensé, sommairement, un peu de ce remake? Pas grand chose. Je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu à la maison et bon, en fait, c'est le même film en moins bien, quoi. Après, il m'avait impressionné techniquement quand même, parce que c'était quand même une performance, ça, parce que c'était vraiment les lions, ils ressemblaient vraiment à des vrais lions et tout, d'un documentaire animalier, quoi. Mais bon, après, ça fait que tu perdais un peu toutes les émotions sur le visage et tout, qu'ils ont un peu essayé de gommer là dans celui-là, j'ai l'impression, dans le Mufasa, mais ouais, non, c'était pas un film, il sert pas à grand chose, quoi, hein. C'est comme tous les live action Disney, quoi. Oui, bah, enfin, voilà, c'est dans cette lignée-là, il y a aucun intérêt de revoir la même chose, mais sans aucune plus-value, en étant beaucoup plus long, en plus, il dure 30 minutes de plus. Et en fait, c'est surtout beaucoup plus... Avec les chansons modifiées qui font moins bien, etc., quoi. C'est ça, surtout déjà que c'est beaucoup plus sage en termes de mise en scène que Le Roi Lion, parce que là ça se veut photoréaliste et du coup ils sont bloqués dans ça et ce qu'ils ont fait à certaines séquences de chansons, Soyez prête par exemple et Je voudrais déjà être roi, c'est assez criminel, quoi. c'est plus l'amour brise sous les étoiles et puis il fait jour, quoi. Ça c'est. Après j'ai revu Le Roi Lion.
Et en fait, la chanson commence de jour, mais finit de nuit. Mais c'est quand même. Mais quand même, il y a ça pour être honnête. Mais c'est vrai que la chanson elle est de jour et ça a pas de sens. Mais du coup en fait, il y a pas ce côté over the top par exemple de Je voudrais déjà être roi et même de Soyez prête. Hein. Il y a carrément des laves de verre de lave avec une imagerie très nazie où des hyènes font des limites des saluts nazis quand ils passent. Enfin, il y a pas ça, tu vois. C'est hyper sobre quoi. C'est hyper. Parce que ça passerait moins bien aussi peut-être, je sais pas. Bah c'est pas dynamique du tout quoi. Je voudrais déjà être roi, c'est des lions qui courent quoi. Enfin je suis désolé mais bon, okay. Okay. Bah non mais tu vois que tu compares avec l'autre qui est complètement over the top où t'as des lions sur des éléphants qui sont sur des girafes et enfin ça fait n'importe quoi, quoi. Okay. Tu vois et là tu te retrouves avec des lions qui courent dans la savane et effectivement c'est une démo technique incroyable en termes de documentaire mais c'est là en fait tout le problème qu'il y a dans ce projet dans ce film là en fait ça crée tous les problèmes du film et bon on exploite enfin on détaillera ça plus tard parce que c'est un des reproches que j'ai sur le film qu'on a d'aujourd'hui, donc je vais pas griller toutes mes cartes maintenant. Mais avant de passer au film, Ista, qu'est-ce qu'on peut dire de la production du film ? Eh bien, on peut dire que en septembre 2020, il est annoncé qu'un nouveau projet lié au remake photoréaliste du Roi Lion est en développement, avec Barry Jenkins comme réalisateur et son directeur de la photographie attitré James Laxton. Mais il faut savoir que Barry Jenkins, c'est quand même un mec qui fait des films, qui a commencé dans les petits films indés, etc., et qui parle surtout de marginaux, quoi, surtout de classe pauvre, de classe, de noirs, par exemple américains ou quoi, de ce genre de classe-là, et tu te dis, le mec il a gagné quand même l'Oscar du meilleur film, même si les gens se souviennent peut-être que c'est La La Land, mais non, c'est pas La La Land qui a gagné, c'est Moonlight. Donc c'est son deuxième film qui s'appelle Moonlight qui a gagné l'Oscar du meilleur film avec la fameuse polémique de l'erreur de prénom qui a été fait aux Oscars 2017 et qui est assez célèbre maintenant. Et tu te dis mais qu'est-ce que ce mec vient foutre là quoi. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se pose comme question aussi. Oui, parce qu'il a eu une déclaration pas longtemps avant la sortie du film en disant que c'est pas son truc et il a plus envie de travailler de cette façon et qu'il voudrait revenir à quelque chose de plus concret quoi, plus physique, et que c'était pas son truc. Et effectivement quand on l'a vu annoncer ça, c'est vrai que c'est très bizarre parce que ça ressemble pas du tout au cinéma. Enfin, il a jamais fait de cinéma d'effets spéciaux. Il est surtout dans un projet entièrement en effets spéciaux, quoi, et tout. C'est très spécial, quoi, comme annonce. Donc bon. Ouais, ils ont dû bien le payer, je pense. C'est du vas-y. Ah bah après, je pense que le chèque était bon, ouais, ça c'est sûr. Je pense aussi. Après, bon, c'est peut-être dit Le Roi Lion, peut-être ça pourrait m'intéresser aussi. Sauf que ça a pas l'air d'être super bien passé sur le tournage. Enfin, sur le tournage. Je sais pas si on peut placer un tournage, mais sur le coup, en tout cas, je sais pas, il est pas convaincu par le procédé, je crois. Des articles annoncent que le film pourrait être centré sur les jeunes années de Mufasa, mais également avec des éléments se déroulant après le film de 2019, avec une structure narrative similaire à celle du Parrain deuxième partie. C'est une vraie déclaration, ça, quand même. Hein. Ça ils aiment trop dire ça à Hollywood. Le Parrain 2, ouais, c'est vrai. Si c'est une suite, c'est genre The Dark Knight ou un truc comme ça, ou Le Parrain 2, tu vois, là c'est vraiment, c'est les références à chaque fois qu'ils balancent, quoi. Faudra peut-être arrêter de se foutre. Après là c'est vrai, sur la structure narrative, c'est vrai. Non mais faut arrêter. Faut arrêter là, franchement. Et déjà à l'œuvre sur le premier film, Jeff Nathanson revient à l'écriture du scénario sur celui-là. Selon Variety, Mufasa a coûté plus de 200 millions de dollars. C'est ça, le premier film, il a coûté je crois 250 millions. Je pense qu'il doit être peut-être dans ces eaux-là, celui-là aussi, hein, je pense. Donc voilà, plus de 200 millions. De toute façon, il y a que des effets spéciaux dans le film, c'est que ça. Donc forcément, ça coûte assez cher. Et est-ce qu'on n'attaquerait pas la critique? Est-ce qu'il est pas temps? On peut y aller. C'est parti. Tu as volé ma destinée. Mufasa, ton heure est venue. Rafiki raconte à la jeune lionne Kiara, la fille de Simba et Nala, la légende de Mufasa. Il est aidé en cela par Timon et Pumba, dont les formules chocs sont désormais bien connues, relatées sous forme de flashback. L'histoire de Mufasa est celle d'un lionceau orphelin, seul et désemparé, qui un jour fait la connaissance du sympathique Taka, héritier d'une lignée royale. Cette rencontre fortuite marque le point de départ d'un périple riche en péripéties. Aaron Pierre, Kevin Harrison Jr., Seth Rogen, Billy Eichner, John Caney et Mads Mikkelsen. Ista, la traditionnelle question, qu'est-ce que tu as pensé sommairement, rapidement, de Mufasa, le roi lion? J'ai envie de dire comme Omar Sy quand il est chez McFly et Carlito. Pourquoi faire? Non mais j'ai pas compris en fait. Pourquoi faire ce film? Je trouve que ça raconte pas grand chose. C'est vraiment du fan service. Dans le sens où on te fait des scènes, on te dit ouais voilà comment Rafiki a eu son bâton, comment Scar il a eu sa cicatrice, comment Scar s'appelle Scar,
Enfin, c'est beaucoup ça. Ils font des rappels au premier film qui sont très grossiers. Timon et Pumba, ils sont moches, mais ils étaient déjà moches dans le premier film. De toute façon. Et le film, moi, il m'a ennuyé. En fait, je trouve qu'il raconte pas grand-chose et je trouve qu'en fait, c'est juste des gens qui marchent. Enfin, des animaux qui marchent pendant C'est vraiment ça. 1 heure. Et voilà. Donc, non, c'est pas terrible. Moi, enfin, pourquoi faire, encore une fois. Là, c'est le préquel d'un remake, hein, quand même. On est là, hein, à Hollywood. Ouais. Ça, c'est fou. Et ouais, moi, j'ai un gros problème d'implication dans le film à plusieurs niveaux, quoi, dans ce projet-là, quoi. Et même dans l'histoire qu'il raconte, parce que ça raconte un préquel, donc on sait comment tout va finir, mais bon, encore une fois, tu peux rendre la chose palpitante. Spoiler, non, c'est pas très palpitant du tout, et parce qu'il y a des problèmes à tous les niveaux, quoi. Parce que tu peux te dire, ouais, là, ils ont l'occasion de raconter entre gros guillemets une histoire originale, parce que c'est un préquel, mais de raconter un truc qui a pas déjà été raconté, et il le fait de la manière la plus paresseuse et la plus, enfin, où je me sens le moins impliqué possible, quoi. Et bien que le film soit abouti techniquement comme le premier film, en fait, c'est toute la limite du film, cette volonté de réalisme, ça tue tout. Et après, on reviendra aussi sur tout le côté fan service du film, etc. C'est dramatique comme film. Enfin, ouais, c'est en fait, il fait pas mieux que celui d'avant, en fait, que le remake que nous on trouvait pas bon, en fait, que celui d'avant. Et c'est triste, quoi. Et à commencer, par exemple, par ils ont pris quand même Barry Jenkins, quand même, qui a des thématiques, qui a un peu une vision et tout. Mais moi, je me demande où il est, Barry Jenkins, dans le film, quoi. Parce qu'en fait, ça aurait été Barry Jenkins ou Jean-François de La Conta, j'en sais rien. Enfin, je sais pas si ça aurait changé quelque chose, quoi. Et c'est ça le problème. Ouais, parce que, oui, t'as dit, il a fait Moonlight. Sur le coup, j'ai vu Moonlight, j'avais bien aimé. Mais c'est vrai que là, ouais, non, oui, ça peut être, comment on dit, Yes Man, une personne lambda, ce serait la même chose, quoi. Il y a rien de fou dans la réal, il y a rien de... Ouais, thématiquement, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose non plus. J'ai l'impression que c'est très simpliste, quoi. En fait, le truc, c'est que c'est un truc de technicien. En fait, il était engagé comme technicien, quoi. Et le truc, c'est que ça lui convient pas. Évidemment que ça lui convient pas, parce que le mec, c'est à l'opposé de ce que lui faisait esthétiquement et tout, quoi. Et de toute façon, on se demandait qu'est-ce qu'il foutait sur le projet. Et on le sent pas une seule seconde dans le film. Mais en vrai, comme on sentait pas les autres réalisateurs oscarisés, ou en tout cas qui ont une certaine renommée. Mais tu vois, sur le premier, sur le 2019, Jon Favreau, il était hyper fier quand même de ce qu'il avait fait techniquement et tout. Il y avait déjà eu des effets des making-of. Mais Jon Favreau, j'aime bien certains de ses films, hein. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Zathura et j'aime beaucoup Iron Man, mais c'était plus un défi technique pour lui que de raconter vraiment quelque chose vraiment, quoi. Je pense pas que Jon Favreau soit un auteur, par exemple, ou une vraie vision. Enfin, s'il a quand même une vision au niveau des effets spéciaux, techniquement, d'apporter quelque chose. Il l'a fait avec Mandalorian, il l'a fait avec ici le Roi Lion de remake, mais il avait pas une vision spécifique des choses, tu vois, Jon Favreau. Alors, c'est pas très Montréal, mais c'est un bon technicien et c'est un bon exécutant, je pense. C'est ça. Et alors que Barry Jenkins, c'est pas un exécutant de base, c'est un mec, voilà, c'est quand même un mec qui a une vision. Ils ne sont pas dans le film, mais en fait, comme les autres réalisateurs qui ont été assez renommés, mais qui ont travaillé chez Disney. Enfin, David Lowery, j'avoue que je le sens pas tellement sur Peter Pan et Wendy, comme Robert Zemeckis, je sais pas ce qu'il foutait sur Pinocchio, tu vois, je sais pas où il était, tu vois. Ah oui, là, on sait pas où il est passé non plus. Tu vois, et voilà, ils ont pris un chèque, je pense, et parce que voilà, Disney, voilà, il donne bien, mais David Lowery, il s'entend bien avec Disney, bien souvent. Mais après, lui, il fait la technique du 1/2, il sait très bien, voilà, j'ai fait un pour le studio et un pour moi-même, quoi. Il fait ses propositions beaucoup plus intéressantes avec Ghost Story, The Green Knight, etc., quoi. Ici, voilà, le film est hyper formaté. Moi, j'ai l'impression que c'est un VFX, artiste qui a fait le film, en fait. Enfin, de toute façon, c'est le cas, en fait, quasiment, je dis ça, mais c'est les VFX artistes qui ont fait le film. Et par contre, faut reconnaître, techniquement, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Les 2 films Roi Lion, c'est impeccable, quoi. Ah oui, moi je trouve que c'est assez impressionnant, hein, sur le coup, vraiment les lions, enfin les animaux, tu sais, les poils, quand ils sont tout près des animaux, tu vois les poils bouger, enfin il y a des détails de partout sur le personnage et tout. Même sur les décors, des fois, c'est pas mal, mais je trouve que c'est un peu vide, quoi. C'est un peu ça le problème. Franchement, là on parle des animaux, effectivement les animaux sont un rendu réaliste, enfin tu vois, ils auraient pu tourner un documentaire full réaliste, on aurait pu y croire limite, mais surtout que c'est impeccable au niveau de l'eau, de la nature, les montagnes, il y a même des plans sur des montagnes au-dessus des nuages. Moi j'adore ça, les montagnes au-dessus des nuages. Ça, j'ai bien aimé aussi ce plan. Mais voilà, techniquement c'est vraiment achevé, quoi. Tu t'y crois, quoi. Enfin t'y crois pas dans l'histoire, mais tu crois vraiment voir
des fois des vrais lions, quoi. Et c'est assez fou, quoi. Et je trouve, et Jon Favreau, il a créé une nouvelle technologie pour le film. Il me semble qu'il a créé un truc où le directeur de la photographie peut voir le film directement. En fait, tu peux rentrer dans le film, quoi. En fait, c'est pas mal, quand un truc VR ou quoi, où tu rentres directement dans le film et il peut changer la colorimétrie et tout. Donc c'est assez sympathique comme technologie. Et ouais, voilà, c'est presque documentaire. Mais en fait, moi, c'est le problème que j'ai avec tous ces projets, avec les deux films. C'est, en fait, le film est prisonnier de son photoréalisme, en fait. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'ils essayent de faire un peu plus des plus grosses expressions sur les visages des animaux dans celui-là. Je sais pas si c'est une impression ou si c'est... Parce qu'il me semble que j'avais revu sur Twitter passer des extraits du premier, là, où on voyait aucune expression sur les visages et c'était compliqué. Là, j'ai l'impression qu'ils essaient un peu plus de faire un truc un peu plus cartoon vite fait, mais il faut quand même qu'ils restent dans le réalisme, donc bon, ça reste quand même... Bah, en fait, il y a un entre-deux, c'est qu'ils essaient d'avoir une anthropomorphisation des traits du visage d'un lion, mais sur un vrai lion, sur un lion réaliste. Et donc du coup ça marche pas l'entre-deux, parce que en fait, à vouloir rendre les visages des animaux, enfin les visages, les corps et tout des animaux réalistes, on perd leur expression du visage, parce que bah en fait, quand je vois un lion, je sais qu'il ne peut pas sourire comme un être humain, je sais qu'un lion il peut pas pleurer comme un être humain. Donc en fait, il y a un truc bizarre, un problème d'incarnation où en fait ils sont forcément moins expressifs que les lions qu'il y avait dans Le Roi Lion, dans les films d'animation. Enfin, faut voir ce qu'ils ont fait à Pumba. Franchement, à Timon, Pumba et Zazu, parce que là, vraiment, c'est abusé. Là, ils ont pas d'expression de visage, ces personnages-là. Ils auraient du tout. Parce que, de toute façon, Pumba, c'est un phacochère, quoi. Et un phacochère, il sourit pas vraiment, il pleure pas vraiment, il a pas vraiment d'expression de visage. C'est assez compliqué. Et les visages, ça me sort complètement de l'immersion du film, parce que les lions sont tellement bien faits que les expressions de visage, ça matche pas du tout, en fait, avec leur corps, avec ce qu'ils sont, quoi. Et ils sont hyper fades, du coup, les personnages. Enfin, il y a vraiment un problème, quoi. Ouais, il y a un problème, ça je suis d'accord. Mais j'avais l'impression qu'ils ont essayé de faire un effort, mais que ça prend toujours pas, quoi. Bah non, parce qu'en fait, même si je peux essayer de voir qu'ils ont essayé de rendre le truc un peu moins réaliste, ils restent quand même dans un photoréalisme assez poussé, quoi. Ils sont prisonniers de ça, quoi. Et ouais, enfin, et même des fois, il y a des moments, je n'arrive pas à différencier les lions entre eux, quoi. C'est quand même assez, c'est encore, tu vois, tu te dis, Mufasa et Kiros, je crois que c'est le nom du méchant. Mufasa, Kiros et Taka, ils sont un peu différents dans leur colorimétrie, mais les femelles, ils se ressemblent toutes, quoi. Genre, à la fin du film, on a Sarabi et la mère de Mufasa, je ne sais pas qui est qui. Je serais incapable de te dire laquelle est... C'est vrai que moi aussi, ça m'a... Ouais. Et j'étais en train de me dire, mais attends, il parle à la qui, c'est à quelle, et tout, je comprends rien. Donc bon, c'est assez compliqué, parce que c'est cette volonté de oui, parce que moi, sur Scar et sur Mufasa, ils changent un peu les coupes de cheveux, enfin les crinières, quoi. Oui. Et oui, ils changent les couleurs sur le méchant et tout. Ouais. Oui, parce que encore Mufasa, il a plus de couleurs sur lui, alors que Scar, il est beaucoup plus sombre. Voilà, enfin voilà, il essaie d'avoir un truc un peu, voilà, il se différencie un peu, mais sur les femelles, c'est très compliqué. Et ouais, moi j'ai l'impression que le réalisateur, il est limité par la mise en scène, en fait, dans un récit qui est, en fait, c'est ça, c'est le cinéaste, il est limité à un réalisme dans la mise en scène, dans un récit qui n'est pas du tout, en fait, qui est pas du tout réaliste, en fait. On a des animaux, en fait, qui dansent, qui chantent, et enfin voilà, c'est des animaux anthropomorphisés. Enfin, les animaux sont anthropomorphisés et ils sont filmés comme des humains. Mais en fait, c'est pas des humains. C'est des animaux qui dansent et qui chantent, encore une fois. Donc bon, tu te retrouves avec aucun dynamisme dans la mise en scène, mais c'était déjà le cas du premier remake, hein. Il y a aucune ampleur, les moments épiques qui retombent vite, enfin le climax. Mais c'est un exemple de pas impressionnant du tout, quoi. À la fin du film, t'as je sais pas combien d'animaux, ça peut être un truc de fou. Et en fait, c'est décevant, mais tout est décevant, quoi. À chaque fois, chaque moment épique du film, qui peut être épique, de course-poursuite et tout, mais il redescend direct. Oui, c'est pas très engageant, effectivement. Et dans la mise en scène des musiques, c'est la même chose, quoi. En fait, on a encore une fois des lions qui courent, quoi. Oui, bah, effectivement, c'est que ça. C'est les lions qui courent et qui chantent. Et la caméra, elle fait un peu n'importe quoi. Voilà. Ouais, et des fois, il y a des moments, des mouvements de caméra qui sont un peu limites, quoi, je trouve. Et en plus de ça, les moments musicaux qui sont quand même charnières à des films Roi Lion, quoi. Bon, le Roi Lion original, il bousillait mes musiques d'enfance, mais ici, il y a des nouvelles musiques. Est-ce qu'étant convaincu, composé par Lin-Manuel Miranda, s'il vous plaît, quoi, la coqueluche d'Hollywood pour les chansons et tout. Il a un gros contrat avec Disney pour faire certaines chansons des films. Est-ce que c'est un home run pour Lin-Manuel Miranda, Ista? Non, malheureusement. En plus, j'ai regardé le début d'Hamilton il y a pas longtemps sur Disney+, la comédie musicale où c'est lui c'est lui Hamilton, en fait. Et c'est lui qui fait la mise en scène et tout, d'ailleurs, de tout le spectacle, il me semble. Ouais.
Et là, ouais, non, ça m'a pas convaincu et presque je retiens plus les chansons de Vaiana 2, ce qui est, Ah ouais, là c'est chaud là. ce qui fait mal parce que en fait Vaiana 2 je retiens une chanson, c'est surtout ça. Mais et sur le coup là, je retiens pas vraiment les chansons quoi. Sur le coup, j'ai trouvé qu'elles étaient très plates et ouais, ça me fait mal parce que Lin-Manuel Miranda, moi j'avais bien aimé Encanto, je trouvais que c'était pas mal. Et là, je trouve que non, il a pas réussi quoi. Et alors que on disait pendant Vaiana 2, je disais ouais, peut-être que c'est Miranda sur Roi Lion, peut-être ça va être cool et tout et bah non, je suis pas convaincu. Moi, je vais dire les termes, ok? Mhm. C'est une fraude. C'est une fraude. Ouais, je le dis, Lin-Manuel Miranda. Ok, il a su faire du catchy sur Moana. Voilà. Il a su faire une ou deux chansons catchy. Voilà, ça a bien marché, je suis d'accord. Mais la magie, Lin-Manuel Miranda, s'est estompée. Comme la magie Disney s'est estompée. Non, c'est que c'est fou. Voilà. Moi, je suis pas fan d'Encanto. Et, des musiques après le film, je suis pas fan non plus, mais les musiques d'Encanto, je suis pas vraiment fan. Ouais, je trouve qu'il y a un Non, gros... elles sont largement mieux, les musiques d'Encanto que ce film, quand même. Bah, c'est peut-être moins pire, mais moi je les trouve vraiment pas super. Voilà, les musiques d'Encanto. Voilà, moi je préfère les musiques d'Arcane, monsieur. Voilà, c'est un petit tacle vis-à-vis d'un épisode précédent. Mais moi, en fait, je les trouve oubliables à souhait parce que j'ai l'impression qu'il essaie de faire certaines. Par exemple, j'ai l'impression qu'il essaie de faire je voudrais déjà être roi. Avec au début quand il chante les... Mais je pense que c'est ça, il est assez influencé par le film original quoi. C'est ça, il essaie à un moment de faire l'amour brille sous les étoiles avec Sarabi et Mufasa, mais en fait là la sauce prend pas, en fait tout est nul et plat en fait, parce que déjà dans la mise en scène, mais surtout je suis désolé, mais faire rimer les mêmes mots ensemble, c'est pas au bout d'un moment c'est très pauvre comme musicalement, je suis désolé, mais et moi je trouve qu'il fait souvent ça à Lin-Manuel Miranda, ce qui fait il va faire rimer le mot boîte avec boîte, tu vois, par exemple, ou ce genre de choses quoi. Et moi je suis pas fan de ça. Après j'ai vu en VF, moi je t'avoue, donc je sais pas. Oh là 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 là, les chansons sont traduites? Ouais, ils chantent en français. Oh là là là, Ista, t'as dû passer une séance. Ah ouais, franchement là, putain, c'est vrai que tu l'avais en VF, putain de merde oui, quoi. Oui. Moi je vois beaucoup les films en VF hein. Oui, mais c'est vrai, mais là sur le côté comédie musicale, des trucs traduits et tout, c'est peut-être encore pire, tu vois, je me dis, ça se trouve, donc bon, c'est... Oui, c'est pour ça que j'étais content d'avoir eu Weekend en VO, mais là il me le passe qu'en VF, moi fait ça. Ouais, non mais là les musiques c'est dramatique, et moi la pire musique pour moi c'est la musique du méchant Kyros, je crois. Mads Mikkelsen, ça se trouve ils l'ont fait chanter. Déjà tu as fait chanter Mads Mikkelsen, vous avez du sang sur les mains, mais surtout ils sentent une chanson qui s'appelle Bye Bye. En fait il dit Bye Bye, mais c'est quoi cette chanson nulle de méchant? Enfin c'est un truc de malade, moi je trouve. De présenter son méchant, c'est quand même la menace, et le mec te fait des Bye Bye et tout. Moi je trouve ça le décrédibilise, voilà, c'est que des mots assez durs à prononcer aujourd'hui. Je trouve ça le décrédibilise de fou en fait. Scar, il avait une chanson de fou malade avec une imagerie nazie. Non, mais toi, t'es trop là-dessus aussi, toi. Non, mais ok, c'est parce que c'est la référence, forcément, je parle du Roi Lion, mais quand même, je parle du gap qu'il y a entre les deux. C'est quand même, Scar, c'était un nazi. Enfin, on va se faire démonétiser. Là, c'est sûr. Là, on va se faire bloquer. Mais, l'imagerie du truc, la chanson Soyez prête. Non, mais, l'interprétation, tu compares tout avec Bye Bye, mais c'est dramatique, quoi. Et je me dis, ok, tu peux peut-être pas atteindre ce niveau-là, mais est-ce que tu peux pas t'en rapprocher? Là, le mec, il est là, il fait que marcher. Il fait que marcher en disant bye bye. Il grimpe sur son arbre et il fait bye bye, quoi. Mais enfin, je peux pas prendre le méchant au sérieux avec ça. Moi, je suis désolé, quoi. Je te rejoins sur la mise en scène, mais sur la chanson. Non. Hot take. Je trouve qu'au moins, c'est peut-être la seule que tu peux un peu retenir parce qu'elle a un pattern qui se répète. Oui, les bye bye. Alors quoi, que les autres, je m'en souviens même. Oui, mais bon, au moins, on s'en souvient. Tu vois? Sur le coup, les autres, je sais même pas dire les noms des chansons, quoi. Mais moi, je la revois en cauchemariste. Pas moi. Non, mais moi, je la trouve horrible. Mais c'est vrai qu'il y a un truc un peu où ça retient parce qu'il dit bye bye toutes les 5 minutes. C'est vrai. Bah, c'est ça. Tu vois? Donc, ça marche un petit peu, quoi. Ouais, je te trouve indulgent. Mais écoute. Pour moi, c'est peut-être celle qui peut fonctionner, en tout cas. Après, c'est pas une chanson que je vais mettre dans mon radio à oui. Dans ma voiture à fond et tout. Mais... Après, je te juge pas, tu fais ce que tu veux. Mais ouais, voilà. Au moins, celle-là, je la retiens, alors que les autres, je sais même plus ce qu'ils chantent dedans, quoi. Bon, qu'est-ce qui reste après tout ça? Il reste une histoire, quoi. Ça raconte l'épopée de Simba, j'allais dire de Mufasa, mais c'est un lapsus révélateur, je pense. De Mufasa et de Taka, en gros, qui vont partir en voyage pour trouver une nouvelle terre et de l'ascension d'un roi, Ista. Donc, il y a ce côté origin story au film. Est-ce que c'était nécessaire de raconter cette histoire de merde? Bah, si tu veux savoir où Rafiki a eu son bâton, ouais, je sais pas. C'est dramatique, ça, franchement, c'est dramatique. Et lui, il pop dans l'histoire. Enfin, c'est trop bizarre comment il arrive. Oui, il arrive en mode. J'ai l'impression qu'il arrive d'un coup, quoi. Et c'est vraiment genre, il se fait bannir, on sait pas trop pourquoi. Et puis il va avec les lions.
Bon, ok, d'accord. Mais moi, en plus, au début, quand je me suis dit, au moins, parce que moi, ce que j'avais vu dans le remake, là, c'est de revoir des passages en moins bien, quoi. Ça me ruine un peu de certains moments. Bon, ça me ruine pas vraiment, parce que le Roi Lion de base, je le revois avec plaisir, de toute façon. Tu vois, mais t'avais ce côté je revoyais des passages du Roi Lion original, mais en moche, et enfin bref, ça me plaisait pas du tout. Et je me dis, peut-être ils peuvent raconter quelque chose d'original. Bon, c'est une origin story. Mais cette origin story, je suis désolé, si c'est pour la raconter comme ça, on n'en avait pas besoin. Tous les passages obligés dont on s'en fout. Donc comment Mufasa il est devenu roi, comment il a rencontré Sarabi et qu'il y a eu leur histoire d'amour, comment Zazu il est devenu le second du roi, comment Rafiki est arrivé et tu l'as dit, on a l'origin story d'un bâton, mais du bâton de Rafiki. Ouais. Et attention, pourquoi Scar il s'appelle Scar, parce qu'en fait il a une cicatrice et donc du coup c'est pour ça qu'on l'appelle Scar et du coup on va te raconter pourquoi il y a ça. Ah, ça m'a fait penser à Solo, ça. Non mais vraiment quoi, c'est vraiment ça, ce moment à la fin où il dit non mais en fait je m'appelle Scar, voilà, tu m'appelles Scar maintenant, et tu fais ok d'accord. Oui, mais en plus il le sort d'un coup, c'est trop bizarre, c'est genre je veux plus t'appeler comme ça. Bah ok, tu m'appelles Scar. Bah oui, parce que de toute façon il s'appelle Taka et on sait qu'il va finir par s'appeler Scar et du coup c'est pour ça, c'est parce qu'il a une cicatrice, attention. Voilà. Et franchement, on a l'origine story d'un caillou. Le caillou à la fin, qui est le caillou emblématique, tu sais, l'espèce de rocher emblématique du Roi Lion. Il y a une origin story de pourquoi il apparaît comme ça, quoi. Dans un combat et tout. Et tu fais, mais c'est absurde. Arrêtez. Il pouvait juste être là. C'est pas obligé de te faire un truc où, et tu sais, c'est juste pour qu'on ait la référence. On est vraiment dans ce truc d'autoréférencement d'Hollywood et là, de Disney, de toute façon, maintenant aussi. On va te montrer comment le rocher est devenu un rocher, quoi. Mais on s'en fout, ça n'a pas de sens. Qui se dit putain là je suis vraiment content de savoir comment il est devenu vraiment ce rocher, quoi, comment il a tenu en place, quoi. Mais c'est complètement ridicule, quoi. Et t'as tous les rappels au film original. Donc il y a 2-3 fois dans le film où Scar plante ses griffes dans les pattes de Mufasa, au-dessus du vide. C'est un petit callback parce que là il le sauve au début comme ça et c'est comme ça qu'il va le tuer, quoi, dans les suites. Et comme ça qu'il va prendre le trône. Et ouais, et d'ailleurs j'y ai pensé parce que j'ai vu le film, le remake de 2019, mais ils ont rajouté des lignes de dialogue entre Scar, de Scar surtout, pour préparer le préquel, je crois. Hein. Parce qu'il y a parce qu'il y a quelques lignes de dialogue, notamment par exemple avec Sarabi, où il lui dit, dans le remake de 2019, il lui dit, t'aurais pu être ma reine à l'époque, alors que c'est pas un truc qu'il dit vraiment dans celui d'avant. Voilà, il dit, je me demandais, je savais plus sur le coup, parce que là il y a clairement une histoire d'amour, de jalousie, quoi. C'est ça, et c'était déjà un peu préparé dans le remake de 2019, et il y a quelques lignes de dialogue avec Mufasa d'un passé, etc., qu'ils ont eu, qu'il n'y avait pas dans celui d'origine, donc ils ont un peu préparé le truc, quoi, déjà de base. D'accord. Donc ils avaient déjà flairé le truc. Ils se sont dit, si ça marche, on te fait un préquel direct après, quoi. Et bref, c'est l'histoire d'un préquel, donc on connaît déjà la fin du récit. Donc il faut essayer de le rendre palpitant, ce récit, de nous impliquer. Bon déjà moi j'ai ce problème d'implication des personnages visuellement avec cet anthropomorphisme, etc. Mais en même temps le film il a un gros problème et c'est pour ça que je parlais du Roi Lion original en préambule, quand je disais qu'il savait faire du drame et en même temps de drôle et tout. Il y a aucune gravité dans le récit, ou en tout cas aucun moment grave qui est traité comme étant un moment grave. C'est un truc de malade, quoi. Tous les moments graves ils sont expédiés. Les morts sont complètement hors champ. Le montage il est tellement rapide qu'ils ont le temps de s'attarder à rien, en fait. T'as certaines séquences qui s'enchaînent hyper vite, et en fait le film il se pose jamais pour approfondir les relations entre les personnages. On a quand même des personnages qui sont tous en relation avec la mort de certains personnages, de Mufasa qui perd ses parents, de Taka qui c'est toute sa tribu qui est morte, de Sarabi aussi qui a perdu toute sa tribu. Et en fait, t'as l'impression que ça a l'air d'affecter personne. T'as l'impression que les personnages ils s'en foutent un peu, quoi. Toutes les personnes qui sont censées être marquées par la mort, ils s'en foutent. Quelque chose qui a été fait dans le Roi Lion original. Parce que c'est ça tout le parcours de Simba qui perd son père et qui va en exil parce qu'il y a le poids de le fardeau de la mort de son père, quoi. C'est ça l'histoire de Roi Lion. Et ici, ils le font pas une seule seconde. Ils s'en foutent. Mais c'est quand même fou, quoi. Ouais, c'est étonnant, c'est vrai. Même le méchant, non? Il y a pas un truc comme quoi on a tué son fils ou je sais pas quoi, là. Mais même ça, c'est traité par-dessus. Je savais même pas que c'était son film. J'ai capté au bout d'un moment que putain, donc il y a le mec qui est mort au début. Que Mufasa il a tué, parce que en plus j'avais même pas capté qu'il l'avait vraiment tué, hein, sur le moment, parce que c'est tellement expéditif. En fait c'est le fils de l'autre et tout, mais en fait tout est hyper aseptisé, quoi. On dirait que c'est vraiment ils se sont dit c'est pour les enfants, on va tout cutter, quoi. Ouais, il tue plein de gens, mais en fait c'est. Mais oui, en fait on s'en fout. C'est pas grave. Alors que encore une fois le Roi Lion de 94 quand même. C'est quand même ça a affronté la mort dans les yeux, quand même. C'est quand même un film qui te parlait de ça, quoi. Et je pense
qu'on peut faire des films d'animation pour enfants qui parlent de la mort. Je suis désolé, Pixar l'a fait, Disney le faisait. Enfin, il y a plein de films qui le font et enfin c'est pas choquant quoi. Les enfants peuvent comprendre le concept de mort. Enfin, c'est pas un truc. Tu vois, c'est pas comme si on parlait jamais de la mort aux enfants, tu vois. Enfin bref, ça m'énerve, ça m'irrisse les poils. C'est vrai que ça fait longtemps qu'ils ont pas fait. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de mort dans Disney. Je me rendais pas compte, mais ouais. Hein. En tout cas, de moments graves qui est traité vraiment comme des moments graves, tu vois. Ouais. Enfin bref. Ouais. C'est Parce que je vois ça dans Vice Versa, tu vois, avec oui, Vice Versa. L'imaginaire là. Même j'ai pas vu Saul, mais je crois que Saul parle de ça. Oui, c'est un perso qui meurt au début. Ouais. Coco parlait de ça littéralement dans le monde des morts, tu vois. Ouais, donc chez Pixar, oui, mais chez Disney. Oui, chez Disney, c'est fini, quoi. Il y a plus de gravité, de drame, tu vois. Tu peux plus pleurer devant un Disney, c'est pas possible. Enfin... mais même, on parle de pleurer, mais est-ce que le film est drôle? Non. C'est aussi ça le problème, c'est qu'en fait, Timon et Pumbaa sont là pour être ceux qui faut rigoler un peu. Donc ils font des allers-retours là, parce que en fait, c'est Rafiki qui raconte l'histoire sur le coup. C'est ça. Avec Timon et Pumbaa et la fille de Simba qui écoute l'histoire. C'est ça. Ils reviennent plusieurs fois sur eux. Voilà, donc déjà il y a une structure narrative un peu bizarre. Et en fait, Timon et Pumbaa, ils sont juste pas drôles, quoi. Ça revient là au moment pour nous faire rigoler, mais je trouve pas ça drôle. Mais on n'en peut plus de deux. Enfin, franchement, moi, je les adore dans le film original, mais tout, mais là, c'est plus possible, quoi. C'est Timon et Pumbaa, là, c'est des blagues de paix toutes les 20 minutes dans le film, hein. C'est quand même ça, le film, quoi. Et peut-être qu'ils auraient dû se concentrer sur le fait de nous impliquer dans l'histoire, de développer les relations, plutôt de casser le rythme toutes les 20 minutes avec des séquences de Timon et Pumbaa qui font des blagues, quoi. Parce que l'intervention de Timon et Pumbaa dans le récit, ça ne sert à rien, déjà, narrativement. C'est ça. Mais surtout, ça casse le rythme. Et déjà, je suis pas impliqué dans l'histoire. Si tu me casses le rythme de l'histoire toutes les 20 minutes avec 5 minutes de Timon et Pumbaa qui empêche Rafiki de raconter son histoire. Et pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Bah parce que on est à Noël, faut vendre des jouets, les mascottes du Roi Lion, c'est quand même eux deux. Hein, donc voilà, donc forcément c'était impensable de pas les mettre dans le film. En fait, ce film a les mêmes problèmes que le Roi Lion 3. Il est fait, t'as l'impression qu'il est fait pour les mêmes raisons, quoi. Et d'ailleurs, il y a tout ce truc de la transmission avec Kiara. Bah ouais, mais c'est pas, enfin, on s'en fout, quoi. Je suis désolé, mais Kiara, qui est jouée par la fille de Beyoncé dans le film. Ok. Parce que Beyoncé joue, il me semble, Nala dans le film. Ouais. Donc, du coup, elle joue sa fille, mais en fait, elle sert à rien. Enfin, elle sert à rien dans le film, quoi. Enfin, c'est toute cette histoire emboîtée de raconter l'histoire. Enfin, moi, je sais, enfin, ça sert à rien. Si, ça sert à quelque chose. Si le film marche, il y aura une suite. Ils vont faire le Roi Lion 2. Oui. Ah, c'est sûr et certain. Mais bon. Le vrai Roi Lion 2, sur le coup, avec Simba en héros? Bah, je sais pas s'ils vont raconter l'histoire du Roi Lion 2. Le Roi Lion 2, tu veux dire qu'ils vont faire l'adaptation du Roi Lion 2? Je sais pas s'ils vont faire l'adaptation du Roi Lion 2, mais je pense qu'ils vont faire une suite avec Kiara, avec Simba, etc., quoi, qui va vraiment être la suite, et ça va pas être Mufasa, quoi. Si le film marche. Mais voilà, quoi. Et moi, je trouve que, bah, du coup, ça casse le rythme d'implication des personnages, et c'est très vite, quoi, les personnages. Mufasa, enfin, j'ai jamais vu un personnage aussi vite de ma vie, pour le coup, quoi. Il est tellement parfait, ce personnage, qu'il peut pas être intéressant. Il a pas de défaut, ce mec, quoi. En fait, il triomphe de tous les obstacles possibles devant lui, quoi. De tout, il a la meuf, il a tout. Mais c'est le roi destiné depuis le début, quoi. Le mec, en plus, d'ailleurs, ils te font un truc, il a peur de l'eau dans le film, tu vois. Ouais. Et c'est jamais vraiment utilisé, en fait. Enfin, c'est jamais vraiment utilisé. Ça revient, il y a un setup payoff à la fin parce qu'il nage, à la fin il nage vers la surface, d'accord, merci. Mais en fait, c'est jamais vraiment utilisé comme élément d'obstacle dans le film, puisque de toute façon à la fin il triomphe du méchant dans l'eau vite fait, quoi. Enfin bref, en fait il ressemble de fou à Simba, en fait, dans son parcours. C'est un mec qui a plus de famille, qui trouve une famille de substitution et qui va se montrer digne de devenir roi, quoi. C'est presque un remake du remake des remakes. Mais c'est ça, en fait, c'est un remake de remake. C'est fou, quoi. C'est complètement fou, quoi. Et là où d'ailleurs sa relation avec Sarabi, qui est une genre de Nala bis, mais c'est pas incarné du tout, quoi. Toute la relation entre Nala et Simba, ici, enfin, entre Sarabi et Mufasa, elle est expéditive, quoi. Ouais, il y a rien de spécial, hein. Ouais. T'as l'impression qu'ils s'aiment en 2 secondes, quoi. Tu sais, à la fin, la révélation de Mufasa qui aime Sarabi, t'as l'impression que, tu dis, depuis quand? Enfin, d'où tu la kiffes, alors que Taka, lui, oui, on te voit qu'il est clairement intéressé, mais lui, enfin, il s'en fout, quoi, pendant 2 tiers du film, quoi. C'est que, oui, c'est Scar qui la drague pendant tout le long du film. Et alors, Taka, c'est vraiment le Taka, quoi. Taka Scar, oui, c'est vraiment l'opportunité manquée, quoi. Parce que tu peux te dire, c'était vraiment ça l'intérêt du truc, c'est de voir la relation entre Mufasa et Scar plus jeune, qui aurait pu être super, et au final, bah non, bof, quoi.
En fait, c'était plat aussi possible, quoi. Et puis il devient Scar beaucoup trop rapidement. Le retournement de veste qu'il a. Ouais, à la fin aussi, ouais, je trouve ça aussi, ça. C'est d'un coup il devient méchant, il commence à parler plus méchamment et tout, tu sais pas trop pourquoi. Mais d'ailleurs, en plus, c'est complètement bête parce que le mec fait un retournement vis-à-vis de son frère de sang parce que pour une meuf. Enfin, je suis désolé, mais c'est très bizarre. En plus, il se retourne vers quand même celui qui a tué son père. Il se retourne vers celui qui a tué son maître parce que Mufasa et Sarabi s'aiment. Enfin, ça va pas ou quoi? Enfin, à quel moment ça n'a aucun sens en termes d'enjeu et tout. C'est juste pour le faire tourner, mais c'est complètement bête quoi, comme histoire. Enfin, ah là là, c'est une histoire de jalousie, mais c'est un peu stupide. Ouais. Bon, avant qu'on finisse par parler de la suite de tout ça de Disney, est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur le film? Parce que bon, est-ce qu'il y a grand chose à rajouter sur le film? Moi, j'ai juste eu l'impression que pendant les 30 premières minutes, ils sont tout le temps au même endroit et ça m'a saoulé un peu. Ah oui, j'ai l'impression que ça bougeait pas de lieu, tu sais, et tout le temps. Oui, c'est très statique. Hein. Ouais, c'est un problème, je trouve aussi. Dans sa plaine nulle, là. Dans une plaine nulle, ouais. Avec un arbre, là. Oui, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Et en plus, j'ai zappé, mais Kyros, on s'en fout, hein. Enfin, c'est pas un méchant marquant et tout. Bah, c'est dommage, quoi. Non, mais c'est dommage parce que sur le design, il est pas si déconnant que ça. Ouais, je trouve que la couleur blanche et tout, ça lui donnait un truc un peu et tout, mais ouais. Ouais, même l'histoire aurait pu être intéressante. Son fils qui meurt et tout. Bon, voilà, il essaie de se venger, mais en fait, c'est pas incarné non plus, quoi. Ils ont pris Mads Mikkelsen. C'est un méchant basique, quoi. Ils ont pris Mads Mikkelsen. Mais il faut arrêter Hollywood de prendre Mads Mikkelsen pour jouer des méchants ou des persos OSEF comme ça. C'est pas possible. Arrêtez. C'est vrai. Et Disney, c'est la deuxième fois qu'ils le font, quand même. C'est la deuxième fois. Alors, Strange. Bah oui, Strange. Parle de Strange. Bah oui, Strange est là, Kyros, quoi. Parce que Strange, c'était une aberration de caster Mads Mikkelsen pour ça. Et là, c'est la même chose. Mais je crois qu'il y en a pas un autre, mais je sais plus. Mais oui. Bah, il était dans Rogue One pour 5 secondes. Oui aussi, voilà. Par contre, il aime bien travailler avec Disney, Mads. Il aime bien le chèque. Hein. Le chèque Disney, il est bon. Je pense. Hein. Moi aussi, ouais. Mais voilà, franchement, c'est un film plat. Et franchement, si vous l'avez pas encore vu, vous donnez pas la peine d'aller le voir, hein, quand même. Franchement, c'est assez plat, quoi. Mais le film, bah, je pense qu'ils voudront faire une suite si le film marche. Mais est-ce que le film marche tant que ça, Ista? C'est plus compliqué, là, quand même. Plus compliqué, là, ils disent qu'il va sous-performer, là, parce qu'on est le premier week-end, et que ce soit à l'international ou au domestique, et sur le coup, il va faire, je crois, un démarrage au début, il parlait de 180 millions, mais ils sont en train de dire qu'il pourrait faire 120 millions, je crois. Bah, c'est surtout aux États-Unis, là, qu'on a vu que les... Ah, mais même en domestique, là, c'est tombé tout à l'heure, là. Ah, en international, tu veux dire, oui. Ouais, ok. Ouais, les deux, ils sont performés. Et... Oui, là, il y a Sonic qui l'a dit, c'est ça que tu veux dire. Ah bah oui, Sonic marche plutôt au box-office, alors que Sonic était plus bas de base dans les prévisions. On s'est dit, et au final, il overperforme, en tout cas, il fait plus que prévu. Et oui, à contrario, Mufasa, il underperforme. Et oui, je crois qu'il devrait faire aux États-Unis une petite trentaine de millions, quoi. Donc bon, c'est assez compliqué. Donc ça se trouve, le film, je sais pas s'il va flop, mais en tout cas, ça va être... Je pense que voilà, hein, là il va faire au moins 3 fois moins que le film. Oui, il faut rappeler que le 2019 c'est un énorme succès. C'est peut-être le film qui a fait le plus gros box-office en 2019. Je sais plus si c'est celui-là. Bah non, il y avait Endgame. Il y avait Endgame en 2019. Donc non. Bah oui. Mais oui. En tout cas, il a dépassé le milliard, quoi. Bah c'était le film d'animation techniquement le plus pas rentable, mais en tout cas ce qui avait fait le plus au box-office avant Vice Versa 2, avant que Vice Versa 2 vienne cette année, quoi. Mais là oui, ça annonce peut-être un flop au box-office. Et là je suis en train de me dire, les remakes live action, est-ce que ça sent pas là aussi? Parce que là on a vu La Petite Sirène, c'était pas le succès escompté. Là on voit que là c'est le préquel d'un remake, c'est pas escompté. L'année prochaine on a 2 remakes live, on a Lilo et Stitch et on a Blanche-Neige. Ah là, je sais pas, parce qu'ils ont coûté, enfin Blanche-Neige en tout cas on sait qu'il a coûté assez cher, même très cher. Je sais pas si ça va être la rentabilité que Disney espère, hein, là. Alors sur Blanche-Neige je parierais pas dessus, je pense qu'il peut se péter la gueule. Par contre sur Lilo et Stitch, moi je pense que ça peut énormément cartonner, hein, Lilo et Stitch par contre. Et en plus Lilo et Stitch je pense qu'il est pas cher parce qu'à la base c'était un film Disney+. Donc ouais c'est possible. Bah après vu les budgets qu'ils balancent certains sur les plateformes. Oui c'est vrai. Donc, bon. Stitch je pense que ça peut faire venir des gens. Bah après Stitch et tout c'est quand même
enfin voilà, c'est une peluche, en plus ça va Ah, je vois vendre des des, peluches ouais, et c'est tout. ça. Donc, Moi, je vois tout le temps des produits dérivés par Stitch, alors que ça fait même 20 ans si que j'ai sorti, il quoi. cartonne pas, ça se trouve en produit dérivé, ça va tout péter, quoi, Lilo et Stitch. C'est vrai que Blanche-Neige, bon, bah, déjà, on a tous les anti-woke qui vont faire second le film, mais, enfin, le film a l'air, les nains et tout, c'est d'une mocheté quand même assez folle. La campagne publicitaire, je l'attends avec impatience parce que ça va être, je pense, une des campagnes publicitaires les plus anarchiques qu'on aurait La vu. tournée presse, ouais. La tournée presse va être folle. Va être folle autour de ce film, je pense. Et moi, je pense qu'il y aura pas d'entre-deux. Ce film, soit il va se planter grave, soit il va être un carton possible. Tu vois, je pense qu'il y aura pas d'entre-deux. Moi, je parie plutôt sur un échec, en vrai, sur Blanche-Neige. Je Mais pense qu'il y a un échec aussi. j'ai même l'impression qu'ils y croient pas de fou et qu'ils croient plus à Lilo et Stitch. Parce que même là, quand ils ont sorti Mufasa, ils ont sorti une affiche Stitch qui parodie le Roi Lion et tout. Donc, Bah, il y a un backlash et tout sur les films qui est assez fort, quoi. Donc bon, on verra comment ils vont s'en sortir. Disney l'année prochaine, parce qu'ils ont beaucoup à après, jouer. ils ont annoncé réponse. Donc, ils arrêtent Oui, pas c'est de vrai. faire Ou non, mais parce que, oui, c'est vrai. Bah, Moana, par exemple, là, ils l'ont balancé vite parce que Moana, là, ça performe bien fort. Mais là, je pense qu'il y aura peut-être un ralentissement des remakes ou, en tout cas, je pense que là, ils vont choisir assez sélectivement ce qu'ils vont prendre au lieu de, tu sais, de balancer des remakes à tout va. Et ouais, là, Disney joue gros l'année prochaine entre Marvel et bah, les remakes live, en fait, parce qu'il y a 2 remakes live et il y a 3 films Marvel, techniquement. Donc, et je sais pas s'il y a d'autres gros films Disney qui sortent, mais bon. Il y a Avatar 3. Ouais, mais ça, je pense qu'il y a pas trop de, enfin, ça, c'est pas un pari. Pour moi. Il n'y a pas de Star Wars, donc non. Il y a pas de Star Wars. Il y a pas un film d'animation Disney l'année prochaine? Il y a pas La Reine des Neiges ou Moana 2? Non, il y a pas un film. Si, Zootopie. Ah, il y a Zootopie 2. Bah, ça, je pense que ça va cartonner. En vrai, du côté de l'animation, je pense qu'ils sont pas inquiétés, Disney. Mais les autres, Marvel et les remakes là, ça va être le vrai challenge l'année dernière parce que cette année, bah, avant Mufasa, là, qui peut potentiellement se planter, c'est vrai qu'ils ont fait carton plein cette année, Disney, faut le dire, quand même, entre Deadpool et Wolverine, Vice Versa 2 et Moana 2. Là, c'était carton plein. L'année prochaine, ça va être un gros challenge pour eux. Maintenant, qualitativement, je t'avoue que cette année, Disney, ça a été très compliqué, pour moi, là, quand même, parce que... Ouais, mais Vice Versa 2, on trouve pas ça mauvais, mais on est un peu déçu par rapport au premier. Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que Pixar, Vice Versa 2, c'est le meilleur truc à peu près qu'ils aient sorti pour moi cette année, Disney. Et je compte pas la Fox quand je dis Disney, mais effectivement la Fox, il y a eu quand même des trucs intéressants, on va pas se mentir. Mais de blockbuster Disney, c'est vrai que Pixar, moi Vice Versa 2, j'étais déçu, mais quand même je trouve que ça reste quand même plutôt un bon film. Enfin, il y a des trucs quand même intéressants dans le film, mais à part ça, moi Deadpool et Wolverine, j'ai pas été très fan. Mufasa, c'est une catastrophe, et Moana 2, enfin là, on l'a un peu défoncé, quoi. Ouais, on l'a un peu défoncé, donc c'est très compliqué. Et donc bon, ça cartonne au box-office, mais ça nous convainc pas forcément. Donc bon, ouais, c'est ça. C'est compliqué, quoi. Et bon, on espère l'année prochaine que, ouais, on sera plus clément avec les films Disney, quoi. Bah ouais, après moi les films super-héros, je les attends beaucoup, hein, les Marvel de l'année prochaine, donc j'ai hâte de les voir quand même. Ouais, on verra ce que ça donne et bah ouais, on va se quitter là, Ista. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en sortie de la semaine, Ista? Eh bien, on a Sonic 3, ça y est, qui arrive, le fameux avec Shadow et Jim Carrey qui revient en Robotnik, le 3e film de la franchise. C'est ça. Donc nous on a hâte parce qu'on aime bien les Sonic et malheureusement il sera pas dans notre notre Shadow. Oui, j'adore Shadow, mais malheureusement il sera pas dans notre top ou flop parce que je suis sûr qu'il aurait été dans l'un des deux puisqu'on va enregistrer les top et flop à la suite de ce podcast. Donc la dernière semaine de sortie, techniquement on n'aura pas toutes les sorties, même s'il y a un film qui sort cette semaine que tu as vu, c'est Nosferatu de Robert Eggers, donc celui qui a fait The Witch, The Lighthouse et Northman, qui revient aux sources de l'horreur puisque Nosferatu c'est un des plus vieux films d'horreur de l'histoire, qui était un film du cinéma allemand, expressionnisme allemand. Et voilà, qui est remis au goût du jour par Robert Eggers et bon voilà, avec Lily Rose Depp, Nicolas Hoult, donc notre fameux Lex Luthor, et voilà, il y a des très bons retours, donc peut-être que ce sera bien. Et voilà, Ista. Ouais, on peut leur dire bye bye. Ok, c'est la pire fin de podcast, mais effectivement on peut leur... Mais ça c'est quelle chanson déjà, ça, c'est pas une chanson des années 2000 qui était comme ça? À part dans Deadpool et Wolverine. Bye bye. Bon, bref, je sais pas. Écoutez, merci de nous avoir suivis. Donc, on va sortir les tops très bientôt à la suite de cet épisode-là. Donc, restez. On a pas mal de polémiques, notamment dans les flops. Ça va. Je pense que c'est un petit épisode qui va faire son boucan parce qu'on a mis des trucs un peu, voilà, les tops, c'est nos tops personnels, mais les flops ça va être drôle aussi. Et voilà, donc merci de nous avoir suivis toute cette année d'ailleurs, parce que d'avoir suivi les critiques de la semaine, pour ceux qui nous suivent, nous ont suivis toute cette année, et ceux qui nous rejoignent. Donc n'hésitez pas à vous abonner selon les plateformes d'écoute que vous utilisez, donc YouTube, Deezer, Apple Podcast, Acast, voilà, Spotify, vous les connaissez. Rejoignez-nous
sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur Twitter, sur Blue Sky, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, etc. Vous connaissez. Et merci d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve très bientôt, Ista. Bye bye. Bye bye.